Écoutez, d'abord, deux choses. Je veux vous dire que je suis extrêmement content d'avoir été avec vous virtuellement toute la journée. Toutes les présentations précédentes, autant les panélistes que les présentateurs de projets, c'était d'excellente qualité, très, très intéressant. Évidemment, je suis en finance, assurance, immobilier, donc ça touchait de près mes expertises principales. Et je suis vraiment aussi désolé de ne pas être avec vous personnellement à Montréal aujourd'hui. Là, c'était hors de mon contrôle et ce n'était pas voulu. Ceci étant dit, aujourd'hui, je viens vous présenter des résultats préliminaires issus d'un projet de recherche financé par le risque. Et cette fois-ci, je m'intéresse à disons, des actifs différents de ceux que j'ai l'habitude de m'intéresser. J'ai beaucoup travaillé avec Mathieu sur l'assurance et donc beaucoup sur l'immobilier résidentiel. Le projet que je vous présente aujourd'hui, ça touche deux milieux différents liés aux communautés davantage agricoles et rurales. D'abord, les agriculteurs eux-mêmes via une évaluation des pertes liées aux inondations en termes de pertes d'entreprise. Et deuxièmement, une première esquisse d'impact sur la santé et sur l'utilisation des systèmes des services de santé au Québec dans les milieux ruraux. Alors, très rapidement, là, désolé, je ne suis pas en mode plein écran. Là, le but, c'est que je puisse voir l'heure pour ne pas prendre trop de temps. Petit contexte rapide de l'étude. On a été financé dans le cadre du quatrième appel à projet du risque et c'est un projet qui se veut multidisciplinaire et multi-universitaire. Là, vous voyez à l'écran la liste de mes co-chercheurs qui étaient avec moi sur ce projet-ci. Certains qui viennent d'économie agroalimentaire, travail social, mathématiques, mais également sciences de la santé. Et c'est un projet fait en partenariat avec le MAMACH, la financière agricole, et aussi le Cyrano là, pour les résultats qu'on va vouloir diffuser le plus efficacement possible. Alors, évidemment, j'aurais pu vous présenter plusieurs volets du projet, mais j'ai choisi de me concentrer aujourd'hui, là, parce qu'on a 20-25 minutes, sur deux éléments principaux. Comme je disais, les impacts tangibles sur la santé financière des entreprises agricoles et, deuxièmement, les impacts intangibles sur la population, c'est-à-dire ici sur l'utilisation des services de santé. Mais avant d'aller plus loin, juste pour qu'on se comprenne bien, je veux vous illustrer c'est quoi ce qu'on entend dans le cadre du projet par communauté rurale à vocation agricole. Alors, de façon en adéquation avec la majorité de la littérature, qu'est-ce qu'on appelle une municipalité rurale pour les fins de notre projet? C'est des municipalités où la population est inférieure à 5 000 habitants. Et parmi ces municipalités rurales-là, ben, on a distingué celles qui avaient une grande intensité des activités agricoles de celles pour lesquelles c'était moins le cas. Alors, on s'est fié à la superficie des exploitations agricoles enregistrées, mais également au nombre d'unités d'évaluation agricole et au pourcentage des unités d'évaluation agricole pour faire cette segmentation-là. On en est arrivé là, sur les 1100 quelques municipalités du Québec à identifier 676 municipalités rurales et agricoles. Donc, le reste des analyses porte sur ces municipalités-là qui sont représentées en vert sur la carte. Alors, premier volet, santé financière des entreprises agricoles. Pour ce volet-là, j'ai travaillé avec mon collègue Ernest, qui est doctorant en agroéconomie, et mon collègue Glota, qui est professeur là, en agroéconomie. Alors, on s'est intéressé à savoir si les événements d'inondation affectent la santé des entreprises agricoles en partant du corpus de connaissances à ce sujet-là. Donc, de façon générale, les entreprises, c'est assez bien documenté que les événements climatiques extrêmes peuvent entraîner des pertes de production, une interruption des activités, mais en contexte davantage agricole, c'est les deux dernières références au bas de l'acétate que je juge les plus intéressantes. Assez récemment, il a commencé à avoir davantage de connaissances sur le fait que les événements climatiques extrêmes peuvent, de façon assez significative, contribuer à la faillite des entreprises agricoles et aussi sur une base davantage comptable, eh bien, les événements extrêmes, il y a aussi quelques articles qui commencent à documenter un lien significatif sur les bénéfices nets ou encore sur l'argent sonnant là, qui sont dans les poches des agriculteurs à la fin des années. Alors, le défi qu'on a de notre côté, ben, c'est d'obtenir des données en contexte québécois pour réussir à étudier ça. Et pour y parvenir, ben, c'est avec un partenariat avec la financière agricole du Québec qu'on a réussi là, à obtenir les données nécessaires pour aller plus loin et tester empiriquement avec des données réelles historiques l'impact des inondations.
Alors, on a obtenu de la financière agricole des rapports financiers des entreprises qui sont membres de la FADQ, aussi les données sur les remboursements de prêts et sur leur participation à différents programmes. C'est des données qui sont annuelles parce que les entreprises ont une obligation de présenter un rapport financier sur une base annuelle et ça couvre un nombre relativement limité d'années, 12 ans, soit de 2011 jusqu'à 2022 inclusivement. Je disais que c'était des données annuelles, mais pour les parties remboursement d'hypothèques ou d'autres prêts qui sont garantis par la FADQ, là, à ce moment-là, on a quelques données qui sont sur une base mensuelle. Pour les fins de l'étude, les données qu'on a reçues de notre partenaire ont été anonymisées, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas une identification très claire d'à quel endroit se situe chaque entreprise et chaque champ possédé par les entreprises. Donc, il a fallu avoir recours encore une fois au service de la FADQ pour réussir à avoir une image de quand est-ce qu'il y a des inondations. Le bon côté, c'est que via les services que la financière agricole offre aux agriculteurs, ben, il y a un domaine qui c'est de l'assurance récolte. Alors, on savait quelle entreprise était ou non assurée à différentes années par les produits d'assurance récolte de la financière. Et en lien avec l'assurance récolte, les entreprises assurées, ben, lorsqu'elles avaient des pertes liées à une inondation, ce qui est appelé la crue des eaux là, dans les bases de données de la FADQ, eh bien, on a eu une identification de quand est-ce qu'il y a un avis de dommage. En d'autres mots, nous, on a comme information sur le fait que oui ou non, il y a eu une inondation, c'est pas une information sur la submersion, c'est une information sur le fait que le propriétaire d'une entreprise agricole juge qu'un événement d'inondation a généré des dommages et a donc soumis un avis de dommage à la FADQ. Donc, à partir de là, on a pu aller de l'avant. En termes de données, je vous disais qu'on avait 12 années de données. Eh bien, sachant qu'il y a quand même un grand nombre d'entreprises agricoles sur le territoire du Québec, au total, on avait 135 000 observations qui étaient réparties sur ces 12 années-là. On a quand même fait un filtre pour être cohérent puisque les seules entreprises qui étaient en mesure d'identifier une inondation étaient celles qui avaient de l'assurance. On a d'abord retiré de l'échantillon toutes les firmes qui ne possédaient pas un produit d'assurance récolte. On a aussi voulu s'assurer que les entreprises étaient localisées dans une communauté rurale agricole. On a dû éliminer quelques informations, quelques observations en raison de la méthode comptable qui était utilisée par certaines entreprises. Et finalement, on a voulu mettre l'accent sur les entreprises qui avaient une production principale liée à l'élevage ou aux cultures. Donc, certaines autres entreprises agricoles avaient une production principale qui était un petit peu plus rare et donc moins comparable aux entreprises qu'on voulait cibler dans notre étude. Alors, au final, l'analyse économétrique qu'on a fait portait sur un peu plus de 50 000 observations réparties sur à peu près 9 450 entreprises distinctes. Alors, la première information qu'on a pu observer, c'était le nombre d'événements d'inondation sur cette période-là et sur les entreprises qu'on conservait dans notre base de données finale. Donc, on a pu observer 413 événements d'inondation qui ont affecté 305 entreprises différentes. Donc, ça nous donne un premier signal que sans être une source de risque extrêmement fréquente, on observe quand même qu'il y a 3 un peu plus de 3 des entreprises agricoles au Québec qui ont été sujets à une inondation sur une période de 12 ans, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Maintenant, on voulait faire l'interaction entre celles qui ont eu des inondations et voir l'effet que ça avait sur la santé financière de ces entreprises-là. Alors, on a identifié des indicateurs de performance financière sur lesquels faire notre analyse. On a identifié d'abord le fonds de roulement, qui est un ratio de liquidité, aussi la marge bénéficiaire nette, donc un ratio de profitabilité. Souvent, la marge bénéficiaire nette peut être affectée par certains éléments comptables qui ne reflètent pas l'argent qui rentre et qui sort des coffres d'une entreprise. Alors, on s'est aussi intéressé au ratio d'excédent monétaire qui est davantage lié au flux monétaire réel, donc à l'argent sonnant qui entre et qui sort des coffres. Et finalement, on a construit une métrique de défaut de paiement sur les prêts garantis par la financière agricole, donc une variable binaire qui prend une valeur de 1 lorsqu'il y avait un retard de paiement de 3 mois ou plus consécutifs, et autrement, il y avait une absence de défaut de paiement.
Alors, à partir de ces métriques de performance-là, on a voulu comparer tout simplement des comparaisons de moyenne, là, regarder la situation des entreprises qui n'ont pas vécu d'inondation avec celles dans une année où il y a eu inondation. Alors, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'il y a une inondation, les entreprises affichent à la fin de leur année un ratio de fonds de roulement qui est légèrement plus faible que lorsqu'il n'y a pas d'inondation. Même chose pour la marge bénéficiaire nette, même si la différence n'est pas statistiquement significative. Et aussi, on observe un excédent monétaire qui est légèrement plus faible aussi. Et cette fois-ci, c'est statistiquement significatif à un seuil de 10 mais pas un seuil de 5 Alors, on semble voir dans les données qu'il y a quelque chose qui se passe suivant un événement d'inondation. On a voulu le contre-vérifier avec une approche beaucoup plus robuste qu'une simple comparaison de moyenne. Donc, on est allé avec une approche panel avec des effets fixes à la fois par année et par entreprise. Alors là, on a ajouté des variables de contrôle dans l'analyse, dont les variables qui témoignent de l'évolution des prix des différents produits agricoles à chaque année. Et le résultat qu'on obtient de ça, ben, c'est qu'il y a une diminution marquée et statistiquement significative de l'excédent monétaire des entreprises suivant une année où il y a une inondation ayant entraîné des pertes. Du côté des retards de paiement, la CETAT précédente, on voyait que dans les années où il y avait une inondation, ben, il y avait une prévalence légèrement plus élevée de retard de paiement. Ben, avec un modèle logistique qui est pas, on n'a pas présenté tous les détails dans la CETAT ici, on voit un odds ratio de 1,27, donc une tendance, oui, à avoir un petit peu plus de retard de paiement, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Sinon, pour le fonds de roulement, on n'observe rien vraiment de notable comme variation quand on contrôle pour les autres facteurs. Et au niveau de la marge bénéficiaire nette, ben, c'est un petit peu la même chose. On observe une baisse, là, comme on observe pour l'excédent monétaire, mais cette fois-ci, c'est beaucoup moins fort comme résultat en termes de significativité statistique. Ce que je ne présente pas présentement, c'est des résultats avec une approche de différence en différence. On est en train de compléter les travaux là, pour aller de l'avant avec cette deuxième source de validation-là. Et les résultats préliminaires là, confirment ce qu'on observe avec le modèle panel. Maintenant, je voulais me garder assez de temps pour parler de l'autre volet de notre étude là, liée à des tests empiriques, celle sur les conséquences sur l'utilisation des services de santé. Alors, pour ce volet-là de l'étude, j'ai plutôt travaillé avec Guillaume Tchofotala, qui est un de mes prochains doctorants en finance et assurance. Il rentre au doctorat en septembre prochain, et Daniel Maltais, qui est professeur en travail social à l'UQAC à Chicoutimi. Alors ici, on s'est intéressé sur les impacts des inondations sur la santé des populations dans les communautés rurales à vocation agricole qu'on avait identifiées. Et même s'il y a un gros corpus de connaissances à cet effet-là, il y a beaucoup d'études qui sont davantage des études de cas ou qui portent sur les événements climatiques extrêmes de façon générale, sans cibler spécifiquement soit les agriculteurs, soit les inondations. En fait, la seule étude qu'on a recensée qui porte spécifiquement sur les agriculteurs parlait davantage des suicides et montrait qu'il y avait une prévalence plus forte de suicides. Et du côté des inondations, l'étude la plus probante et assez récente qu'on a trouvée sur le sujet, qui date quand même de 2018, on voyait une chute dans l'observance du traitement des maladies chroniques puis une augmentation des visites médicales. Mais cette analyse-là de la littérature nous a permis de cibler nos demandes de données. Parce que pour faire une étude sur l'utilisation des services de santé, ça prend bien évidemment des données sur quels sont les services de santé qui ont été utilisés au Québec dans les dernières années. Alors, à ce niveau-là, on est allé chercher des données statistiques de la RAMQ sur les services facturés. Services facturés en termes de médicaments consommés, services facturés en termes de diagnostics posés par les médecins et services facturés également en termes d'actes médicaux posés par la communauté médicale. On a consulté l'INSPQ pour savoir exactement quel type de données on devait demander. On a consulté des pharmaciens également pour savoir quel type de médicaments on devait cibler dans notre étude, en lien avec la littérature qui nous disait surtout qu'il y avait des médicaments puis de la consommation de services de santé liés aux douleurs physiques, aux problématiques de santé mentale et aux problématiques cardiaques. C'était les trois domaines là, qui ressortaient davantage de notre recension des écrits. Et
Et grâce à la RAMQ, une belle collaboration avec eux, on a pu obtenir des données par municipalité sur l'horizon 2000 jusqu'à 2023. Malheureusement, des données sur une base mensuelle qu'on souhaitait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de données manquantes en raison des règles de confidentialité des données. Donc, on s'est rabattu sur des données sur une base trimestrielle là, pour procéder à notre analyse. Évidemment, les données sur la consommation des services de santé, nous, il faut les apparier avec les données sur les catastrophes naturelles et plus spécifiquement, là, pour aujourd'hui, des données sur les inondations. Alors, on est retourné voir notre partenaire, la FADQ, qui nous a produit un fichier très intéressant du nombre de réclamations d'assurance récolte par mois et par municipalité. Et on a fait la même chose, et je voudrais remercier là, Philippe Paradis, je ne sais pas s'il est en salle à Montréal, là, mais grâce à des discussions avec lui, on a su exactement quoi demander au ministère de la Sécurité publique via une demande d'accès à l'information pour obtenir des nombres de réclamations au Programme général d'aide financière par mois et municipalité également. Malheureusement, pour le PGAF, les données sont uniquement disponibles depuis 2012. Alors, à partir de ces jeux de données-là, on a commencé à faire nos analyses, et je dis commencer parce que ce sont des données qu'on a reçues depuis le début de l'année. Et pour le PGAF, là, ça date d'un mois et demi à peu près, la réception des données. Alors, évidemment, on est encore en phase de travail. C'est beaucoup cet été qu'on va aller plus loin. Petit aperçu des résultats qui sont un peu intrigants et qui méritent de pousser plus loin l'analyse. On a commencé par une analyse univariée, donc comparaison de moyenne. Qu'est-ce qui arrive dans les situations où il n'y a pas d'inondation avec les situations, c'est-à-dire les trimestres municipalités où il y a inondation. Alors, on commence par une analyse univariée juste pour voir si ça vaut la peine d'aller plus loin dans notre recherche. Et le premier signal qu'on a, c'est qu'on observe quand même des variations assez significatives à plusieurs niveaux, notamment là, pour la consommation de médicaments, autant au niveau des blessures physiques, des médicaments liés à la santé mentale et des médicaments liés aux problèmes cardiaques. On observe une différence, donc une augmentation, qu'est-ce qui est en rose dans le tableau, une augmentation de la consommation de médicaments qui est statistiquement significative. Au niveau du nombre de diagnostics qui sont posés, eh bien là, on voit beaucoup moins de différence et même une légère diminution du nombre de diagnostics liés aux problématiques cardiaques. Et ça, cette analyse-là compare les 4 à 6 mois suivant un événement extrême, qui sont généralement là, des inondations dans le cas présent, avec les autres mois et les autres municipalités où il n'y en a pas. Et au niveau des actes médicaux, on voit une augmentation du nombre de visites et du nombre d'examens de façon générale, une légère diminution du nombre d'examens en santé mentale. Là, je dis légère, c'est statistiquement significatif à 1%, mais c'est basé sur un nombre d'observations beaucoup moins élevé là, pour les actes d'examen en santé mentale. Alors, ces premiers résultats-là nous ont encouragés à aller plus loin. L'étape suivante, c'était une approche panel avec des effets fixes par municipalité et par trimestre. Et là, de façon un peu surprenante pour nous, les effets qu'on observait ont pratiquement tous disparu. Certaines diminutions dans l'utilisation des services de santé demeurent visibles, mais les augmentations qu'on voyait dans l'utilisation des médicaments ou encore dans le nombre de visites ou d'examens, eh bien, c'est totalement absent des résultats liés à l'approche panel. Alors, ça nous a intrigués, ça mérite évidemment d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on peut voir une telle différence entre une approche univariée et multivariée? Bien, la première chose qu'on s'est dit, c'est que ça doit être lié au fait que la consommation plus élevée de services de santé n'est pas propre au moment qui suit une inondation, mais propre aux municipalités en tant que telles qui ont été touchées par ces événements-là. Alors, est-ce que ça pourrait être des caractéristiques des municipalités qui sont en cause? Ou encore, ici, on regarde l'effet sur une période variant de 4 à 6 mois après un événement. Est-ce que c'est possible que ça soit, que l'effet, s'il y en a un, soit de plus long terme? Et de façon plus générale, c'est évidemment possible qu'il y ait des limites liées aux données qu'on a utilisées qui expliquent les résultats ou l'absence de résultats qu'on a observés. Entre autres limites, bien évidemment, le sujet d'analyse, la municipalité, ça peut être un peu trop vaste pour percevoir les effets. S'il y a un bout de rue qui est inondé dans une municipalité, bien, c'est probable que la prévalence sur l'utilisation de services de santé au niveau municipal, bien, que le bout de rue affecté ne concerne pas suffisamment de citoyens pour se refléter dans une variation dans la prévalence au niveau municipal. Peut-être aussi que les structures d'aide au rétablissement, on a parlé aujourd'hui du PGAF, de l'assurance, bien, ça peut être des sources
d'aide au rétablissement suffisante pour qu'il n'y ait pas d'effet. Et aussi, ben, peut-être que les gens, même s'ils ont des besoins qui ont été documentés dans d'autres volets de notre étude et de d'autres études précédentes, ben, peut-être qu'ils n'ont juste pas accès à des services de santé dans ces milieux plus ruraux et agricoles-là. On n'a pas pu tout tester, mais les deux premiers éléments que je nomme ici, on est allé un petit peu plus loin dans l'analyse pour regarder les caractéristiques des municipalités plutôt que faire une segmentation selon les moments, les trimestres où il y avait eu une inondation par rapport aux autres. On a regardé la situation entre les municipalités où sur les 12 années de données disponibles, on n'avait eu aucune inondation par rapport aux municipalités où on a observé une inondation et aux autres municipalités où on en a observé plus d'une sur 12 ans. Et là, on retrouve un peu l'effet qu'on observait avec nos premières analyses univariées. Alors, on voit que le profil des municipalités joue un rôle ici. Maintenant, il est trop tôt pour voir si ce profil-là est lié au risque d'inondation ou est lié à complètement autre chose. En d'autres mots, on observe qu'il y a une corrélation entre les inondations et la prévalence d'utilisation des services de santé entre municipalités selon l'exposition des municipalités, mais cette corrélation-là ne veut pas dire qu'on a un lien de causalité. Ce que je peux dire ici, si on regarde dans le bas du tableau, dans les autres contrôles, c'est que quand on compare les municipalités où il n'y a eu aucune inondation par rapport aux deux autres colonnes, ben, on voit que les municipalités qui ont été inondées, soit à une ou à plus d'une reprise, sont généralement des municipalités où les populations sont un peu plus vieillissantes, donc un plus faible taux de 0 à 14 ans et un plus fort taux de 65 ans et plus. On voit aussi que l'accroissement moyen TAAM, c'est le taux annuel, en tout cas, c'est la croissance de la population selon une moyenne géométrique sur 3 ans, si ma mémoire est bonne. Bien, on voit qu'il y a une bonne différence selon la catégorie de municipalité qu'on observe. Autrement, pas de différence dans le pourcentage de femmes, très peu de différence dans le taux de travailleurs et des différences relativement mineures dans les revenus médians là, des gens de ces municipalités-là. Alors, la dernière étape de notre analyse, ça a été de retenir les municipalités où on a observé une seule inondation et de vouloir aller plus loin en s'interrogeant sur est-ce qu'à partir de ces municipalités-là, qu'on est capable de comparer le avant par rapport au après, sur une période de 12 ans, mais est-ce qu'on est capable de regarder avec une approche de différence en différence et en les matchant avec des municipalités comparables, si on est en mesure de percevoir une variation dans l'utilisation des services de santé sur une période un petit peu plus longue que le 4 à 6 mois qu'on avait observé précédemment. Alors ici, on a regardé les 3 années avant une inondation et les 3 années après une inondation. Et en raison de la disponibilité des données, bien c'est sûr qu'on n'a pas pu faire porter notre analyse sur les 65 municipalités qu'on avait ciblées au départ. Il en reste 43 sur lesquelles on avait de l'information. Alors, pour ces 43 municipalités-là, on en a trouvé 43 autres qui avaient des caractéristiques très similaires en termes de population, de région administrative où la municipalité est située et de plusieurs autres là, clés là, pour faire un bon matching, excusez-moi l'anglicisme. Et on a regardé les 12 trimestres qui précèdent l'inondation avec les 12 trimestres qui suivent l'inondation. Alors là, on est vraiment à une approche de double différence assez standard. Et ce qu'on observe dans la ligne qui est en rose dans le tableau, c'est une absence totale de significativité statistique. Alors, même en regardant sur 3 ans, avec un échantillon, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui est très petit, on n'observe pas de différence notable dans l'utilisation des services de santé. Alors, le fait qu'on ait quand même une différence marquée selon le profil de municipalité, selon que les municipalités n'aient jamais été inondées une fois ou deux fois, bien, je crois que ça mérite tout de même d'aller plus loin. Alors, nous, de notre côté, notre équipe, on va poursuivre les travaux. Notre premier objectif, c'est d'allonger la période là, sur laquelle on a des données probantes qui nous permettent de réaliser ces tests-là. Et en résumé, ce que vous devez retenir de ma présentation, ben, pour le volet lié aux finances des entreprises agricoles, c'est qu'il y a quand même un nombre non négligeable d'entreprises qui sont affectées par les inondations et que ça représente une source de risque significative pour les entreprises, là, notamment en termes de ratio d'excédent monétaire. Par contre, pour ce qui est de l'impact de l'utilisation des services de santé,
On a observé qu'il y a des municipalités qui sont exposées aux inondations. Bien, ces municipalités-là utilisent davantage de services de santé, mais c'est uniquement une corrélation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet ici, et c'est important de le retenir et de le noter. Et finalement, ben, même en regardant sur un peu plus long terme que juste un trimestre ou 2 trimestres, on n'observe pas de changement lié à l'événement en tant que tel. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que le reste de la littérature a identifié. Alors, est-ce que c'est une question de c'est difficile de publier des résultats quand on n'observe rien de significatif? Et ça explique le fait que dans la littérature, on observe davantage d'articles, de publications qui dénotent un impact significatif, peut-être, mais ça reste à explorer. Alors, je crois que je suis rentré dans mon temps. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et moi, de mon côté, là, je vais cesser le partage pour qu'on puisse se voir plus facilement.